nous avons vu ce matin les grands plans nationaux et régionaux de résilience. Cet après-midi, nous avons mis le doigt sur les paramètres pouvant freiner la transition écologique des transports. Avec nous cet après-midi, André Breteau, ingénieur civil des ponts, expert de la mobilité et des infrastructures. On l'applaudit. Alors, ça c'est pour vous, juste, je finis de vous présenter et j'explique qu'en février dernier, vous avez publié un deuxième ouvrage intitulé « 40 idées reçues sur les transports et pourquoi elles nous empêchent d'avancer ». En tant qu'expert coordonnateur de la mobilité à l'Association mondiale de la route, PIARC, et membre du conseil scientifique du think tank TDIE, quel regard portez-vous sur la France qui s'est engagée à décarboner ses transports alors que les gaz à effet de serre continuent d'augmenter? Comment expliquez-nous ce paradoxe? Expliquez-vous, pardon. Bon, alors en fait, lorsqu'on regarde sur une base de 1990 les émissions de CO2 par secteur, vous le savez aussi bien que moi, le secteur des transports est le seul pour lequel les émissions n'ont pas baissé. Alors je raisonne en 2019, avant le Covid. Sur tous les autres secteurs, bâtiments, énergie, industrie, agriculture, ils ont baissé entre 10 et 40%. Alors, que s'est-il passé? Sur ce schéma que nous devons à Aurélien Bigot, nous avons le nombre de kilomètres parcourus par les Français en moyenne depuis 2 siècles. En 1800, on faisait 4 kilomètres au pied de notre clocher, en marche à pied. Je ne vais pas détailler beaucoup cela, je suis désolé, mais il va falloir que je gagne 15 minutes à peu près, parce que je suis désolé, mais j'ai un train à 17h03, il faut que je parte à 16h30. Voilà. Donc, on a eu dans un premier temps les mobilités du quotidien, quelques kilomètres au pied du clocher. Avec la révolution industrielle, on a découvert les voyages, le train puis la voiture. Et ces voyages, au début, ont été l'apanage d'une minorité. Ils se sont démocratisés avec la loi sur les congés payés de 1936. Et on a raisonné ensuite de manière binaire. Les voyages, les communes, l'État, et la proximité, les communes. Et un petit peu élargi aux AOT, AOM. Et après la Deuxième Guerre mondiale, alors vous voyez que quand ça va mal, quand même, la mobilité baisse, les 2 guerres mondiales. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une envolée de la mobilité exprimée en kilomètres et pas en nombre, et de la voiture en orange sur cette vue, sur ce schéma, qui correspond aux 30 Glorieuses. Alors quels sont les enseignements que j'ai envie de tirer de ce schéma? Le premier, c'est que l'effet rebond, le trafic induit, sur le long terme, ça existe. On est passé de 4 à 50 km. On a consommé tous les progrès qui nous ont été offerts et les gains de prospérité et donc de pouvoir d'achat pour voyager plus loin ou plus souvent. Voilà, donc ça existe. Est-ce mal? Pas nécessairement, parce que dans le même temps, le niveau de vie s'est amélioré, la mortalité infantile a diminué, etc., etc. Mais enfin, il faut avoir en tête que quand même ça traduit un petit peu, enfin même beaucoup, l'effet rebond et le trafic induit. Alors pourquoi, au fond, les choix que nous avions faits en 2008 avec le Grenelle de l'environnement sur le report modal, le mode alternatif de la route, n'a pas produit les effets attendus. Les effets attendus, c'était moins 20%, et en 2019, c'était zéro. Eh bien, parce qu'à l'époque, on avait pratiquement tout misé sur le report modal. On n'avait pas pris en compte, bien sûr, la sobriété, on n'avait pas pris en compte, bien sûr, des tas d'autres leviers. Et en plus, ce report modal, on l'a concentré sur la proximité avec des métros, des tramways, des BHNS, sur les voyages avec des TGV, et on a oublié quelque chose qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une déconnexion entre le lieu du travail et le lieu du domicile, qu'on pourrait expliquer plus longuement, mais que le secrétariat général à la planification écologique a estimé, c'est-à-dire que cette 3e classe de distance, les déplacements longs de la vie quotidienne, personnellement, je mets la limite à 10 km, entre 10 et 80. Le SGPE dit, ça pèse 53% des kilomètres parcourus et donc environ 60% des émissions de CO2. On a tapé sur les voyages, on a tapé sur la proximité courte et on a oublié le segment le plus important et celui qui augmente le plus vite. Donc au total, le SGPE dit, il n'y a pas eu, d'une part, la consommation de transport a augmenté, effet rebond, et d'autre part, le report modal, à l'échelle de la France, ne s'est pas produit, bien que les TGV soient pleins et que les villes aient vu, effectivement, diminuer la place de la voiture.
Voilà ce que je voulais vous dire sur ce paradoxe. Quelles sont les priorités actuellement pour vraiment évoluer, et en pratique, ça donne quoi, André? Eh bien, des priorités, personnellement, j'en vois deux. Une, la décarbonation. L'autre a été citée par les conférenciers tout à l'heure. C'est les inégalités territoriales. C'est un enjeu démocratique, un enjeu social. Ah, je suis parti dans le mauvais sens. Que le Premier ministre, qui n'est plus Premier ministre, a décrit d'une manière que je trouve totalement exemplaire. Michel Barnier dit, dans son discours du 1er octobre, nous travaillerons avec les collectivités et les acteurs économiques pour investir en priorité dans les transports du quotidien et offrir des solutions de transport aux Français, des zones périurbaines et rurales. Le territoire est précisé. À ces millions de travailleurs, il ne dit pas d'usagers, non, les travailleurs, qui font non pas des déplacements long du quotidien, c'est un peu flou ça, non, des dizaines de kilomètres par jour. Et qui n'ont pas aujourd'hui d'autre choix que la voiture. Alors, on aurait pu dire, mais c'est bizarre, il n'a pas du tout parlé de l'accès aux soins. C'est quand même un problème, l'accès aux soins. Oui, mais si vous regardez l'accès au travail, à l'université, aux soins, c'est des déplacements contraints. Mais il y en a qui sont vraiment quotidiens, l'accès au boulot et l'accès à la santé n'est pas vraiment quotidien. Donc, si le sujet, c'est les fins de mois, si le sujet, c'est le risque des gilets jaunes, si le sujet, c'est le risque démocratique, il faut cibler les déplacements des travailleurs. En outre, si on trouve une solution pour les déplacements des travailleurs entre les zones périurbaines et rurales et la grande ville, on répondra aussi très probablement aux aménités telles que l'hôpital, les services administratifs qui sont de plus en plus concentrés dans les métropoles. Alors, il y a une carte de l'INSEE qui traduit, à mon sens, remarquablement bien où sont ces dizaines de millions de travailleurs. Alors, eux, ils ont mis la barre à 25 km. Il y en a 3,3 millions d'automobilistes qui ont leur emploi à plus de 25 km. Moi, je la mets à 10 km. Et là, on en trouve 7 millions. Et vous voyez qu'il y a des taches blanches qui font 15 km de rayon, 700 km². C'est les métropoles de Toulouse, de Bordeaux, Rennes, etc. Et cette couronne brune traduit le fait que dans ces communes-là, il y a 30 à 50, voire plus de 50% des actifs qui ont leur emploi à plus de 25 km. Et donc on voit tout de suite le problème des fins de mois. Et on pourrait expliquer avec cette carte beaucoup de choses, l'échec du Grenelle de l'environnement notamment, mais beaucoup d'autres choses encore. Mais on n'a pas trop le temps. Je vais vous dire que sur la région PACA, effectivement, on ne voit pas ces taches blanches, c'est un peu plus compliqué, mais le problème est le même. Je vous ai mis là-dessus. Alors oui, moi je travaille avec les bases MOB Pro de l'INSEE, qui donne les distances domicile-travail, les portées, c'est un vol d'oiseau. Et là, par exemple, j'ai regardé combien il y a d'emplois à Marseille qui sont utilisés par des gens qui font plus de 10 km, répondent 74 000. Quelle est la part des TC? 14%, Aix-en-Provence, etc., 9, 10, 8, 5, 4. Voilà. Donc on a le même problème partout, en fait. Ce problème d'accès à l'emploi est général. Alors, quelles sont les solutions? Les solutions, eh bien sûr, il y a le RER en région parisienne, et du coup, tout le monde s'est dit, eh bien, on va faire des RER en province, en oubliant un petit peu vite qu'il y a un coefficient 10 sur les densités, que évidemment, quand on divise par 10 les densités, ben, tout le reste est divisé par 10. En oubliant également que l'étoile ferroviaire francilienne fait une vingtaine de branches en grande couronne, parce que les lignes de RER se dédoublent ou se triplent parfois, et il y a du transilien. Et en oubliant enfin que, malgré ce système que le monde entier nous envie, eh bien, le système laisse 600 000 déplacements longs du quotidien, plus de 10 km, de la grande couronne, sur la route. C'est-à-dire que le RER transilien en prend 500 000, il en reste 600 000. Et c'est pour ça que le ministre des Transports, François Durovray, avait présenté et fait approuver un plan pour le développement de lignes express en grande couronne, en plus du RER transilien, bien sûr, pas à la place. Et donc la deuxième solution, c'est bien sûr de faire davantage appel à la route. Alors, le ministre précédent, Vergriet, avait en avril sorti un communiqué de presse qui introduisait déjà la notion de SER, service express routier, entre parenthèses, car express et covoiturage. On a 3 véhicules, le train, plusieurs centaines de places, le car, plusieurs dizaines de places, la voiture, plusieurs places. Eh bien, on optimise tout ça en utilisant chaque véhicule. Et est-ce qu'on peut optimiser la performance du système de transport sans construire de nouvelles infrastructures? Alors, on a la chance en France d'avoir des réseaux gigantesques, 1 million de kilomètres de route, 30 000 kilomètres de voies ferrées. Les 3 types de véhicules, j'en ai parlé.
On a donc effectivement un boulevard pour optimiser tout ça, si ce n'est qu'on a deux problèmes. La multimodalité, l'intermodalité, on en parle tellement qu'on ne sait plus ce que ça veut dire, mais ce qui est sûr, c'est que quand je me promène à l'Association mondiale de la route, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne l'utilise pas. Et le deuxième problème, c'est qu'on a presque autant d'idées reçues que de kilomètres de route. Et donc, j'ai une demi-douzaine de convictions que je vais essayer de vous lire rapidement. D'abord, compte tenu de l'urgence du problème d'équité territoriale, de cet enjeu démocratique et social dont je vous ai parlé, on n'a pas le temps de rentrer dans les sujets par des projets. Il faut rentrer par des services. Donc, il est vrai que je me suis battu, bien qu'ayant pendant plus de 40 ans mis les pieds dans le béton et le bitume, contre le fait de réaliser tout de suite des voies réservées ou des pôles multimodaux ou je ne sais pas quoi. J'ai dit, il faut développer des lignes d'autocar express partout où on peut, du covoiturage partout où on peut, et après, on fera des voies réservées. Donc, rentrer par les services et non pas par les projets. Ne pas se tromper d'objectif. Est-ce qu'on veut plus d'usagers dans les cars, les TER ou en covoiturage, ou moins de navetteurs autosolistes? Il est clair que si on améliore les TER, si on met des cars express, on va avoir des effets rebonds. Alors, si le sujet c'est les fins de mois, il faudrait quand même avoir un indicateur qui mesure le nombre de navetteurs qu'on a économisé ou déplacé de l'autosolisme vers un mode vertueux. Donc, ça pose la question de la boussole. Voilà, c'est mon troisième sujet. Le quatrième, il faut jouer à fond la carte de la multimodalité et de l'intermodalité, j'y reviendrai. S'inscrire dans un programme progressif, un chemin vers l'équité, puis la sobriété et finalement la décarbonation. J'en parlerai aussi. Et il faut rendre le transport public désirable. Alors je vais le faire à partir de deux exemples. L'un, le modèle madrilène. Ils ont découpé la Grande Couronne il y a 25 ans à peu près en 7 corridors centrés sur les autoroutes radiales. Sur tous ces corridors, il y a des lignes ferroviaires et en moyenne 25 lignes d'autocar par corridor qui irriguent par une fonction cabotage un petit bout de Grande Couronne, ensuite autoroute, puis sans arrêt un trajet de transit, une fonction de transit jusqu'à un pôle multimodal qui est remarquable. Hein, c'est 3 gares souterraines en gros, 2 gares routières au-dessus d'une gare de métro. Et ils transportent avec ça 400 000 navetteurs, soit 800 000 voyages par jour sur 17 km. Le deuxième, à plus petite échelle, mais avec la même philosophie, le même écosystème, c'est l'ISER qui a développé sur les 3 vallées des lignes de car express et des TER. Et on a dans les deux cas, comme vous le voyez, une offre multimodale. Les usagers ont adopté des comportements intermodaux, mais à Grenoble, on a très vite compris aussi qu'il fallait en parallèle dissuader l'usage de la voiture particulière par des politiques adaptées dans la ville. À Madrid, ils ne l'ont pas fait. À l'époque, ils sont en train de le faire à toute vitesse. Alors, quel résultat obtient-on? Eh bien, moi je prends toujours les bases de données MOPRO, dont je vous donnais un exemple tout à l'heure. Si je regarde alors, le doublon exemplaire en Isère, c'est le doublon Pays Voironnais, 75 000 habitants, 31 communes, dont Voiron 25 000 habitants. Non, 100 000, 25 000 pour Voiron et 75 000 pour les 30 communes restantes. Si je regarde la part modale des navetteurs longs du Pays Voironnais qui vont travailler à Grenoble, en moyenne, c'est 43% pour le Pays Voironnais, et ça se décompose en 57% pour Voiron-Grenoble et 40% pour les 30 autres communes. C'est des chiffres énormes. J'ai regardé beaucoup de doublons de même nature, même distance, 25 km, d'un EPSI vers une ville de la taille ou autour de Grenoble. Évidemment, je parle Lyon et Toulouse ou Marseille sont au-dessus. Ces chiffres-là sont hors normes. Alors, il faut une boussole. La boussole, je vous l'ai donnée. Au fond, l'INSEE produit des données MOPRO qu'ils actualisent tous les ans, qui sont extrêmement précises parce que ça résulte d'un recensement. Donc, il faut mettre sur la table des présidents de communautés de communes, des périphériques, ces chiffres, et essayer de voir avec eux comment on peut travailler. Alors, évidemment, si on a ces résultats, ça veut dire que les gens ont changé de comportement. Alors, pourquoi ont-ils changé de comportement? Ça, c'est un schéma du CEREMA. Vous avez sur ce schéma, l'étude date d'il y a une quinzaine d'années, je crois. Vous avez sur ce schéma la voie ferrée en rouge, l'une des lignes de car express en bleu. Vous voyez donc que c'est sur le même axe. Mais en fait, il y a une complémentarité quand même.
La complémentarité, elle est là. C'est-à-dire que on raisonne beaucoup sur le rabattement. On se dit, oulala, il faut réfléchir au rabattement sur les SERM. Oui, il faut réfléchir au rabattement sur les SERM. Mais le vrai problème, c'est la diffusion à l'aval. J'ai regardé de manière très précise ce qui se passait en Occitanie, à Toulouse. Blagnac, 37 000 emplois. Les gens qui viennent de la métropole utilisent le tramway qui dessert Blagnac, mais ceux qui viennent des EPSI périphériques à la métropole, 2%. Ceux qui vont travailler à Blagnac à partir des EPSI, il n'y en a que 2% qui prennent le système transport collectif. Donc ça, la diffusion à l'aval est un angle mort de nos réflexions. Voilà. Donc je vous explique ça parce que ça me paraît important. Ensuite, un autre truc qui me paraît extrêmement important, c'est le semis de points dans le pays voironnais. Là, il y en a une douzaine, 2000 places de stationnement. Alors j'ai horreur qu'on emploie le mot hub multimodaux. Ce n'est pas des hubs multimodaux, c'est des parkings, la plupart d'entre eux. C'est des parkings, c'est pas cher, c'est vite fait, c'est dans des territoires de faible densité. On n'a pas d'énormes problèmes que j'ai pu avoir pendant 30 ans à la maîtrise d'ouvrage. Et en fait, ils incarnent des portes pour tous les habitants de ces communes vers les aménités offertes par la métropole. Et là, vous trouvez des services. Des fois, ça s'appelle un TER. D'autres fois, ça s'appelle une ligne de car express. D'autres fois, c'est des lignes de covoiturage, Ecov ou Blablacar. Mais surtout, le covoiturage informel, qui est beaucoup plus important. Donc, c'est des objets qu'il faut mettre à la disposition des EPSI périphériques parce que ça incarne pour eux la porte vers les avantages et ça oriente les politiques publiques telles que les lignes les voies vélo. Évidemment, dans certains cas, ici, là, c'est pas la ligne qui fait le job, qui fait la diffusion, c'est le système de transport local. Il vaut mieux que ça soit du métro. Et là, donc, il faut des pôles multimodaux. Là, quand même, il en faut un en bout de ligne de métro, par exemple. C'est le cas de Madrid. Alors, l'autre point qui me paraît important, c'est le chemin, la notion de chemin. Alors, cette notion de chemin, on l'avait mise au point à l'occasion d'une démarche en région parisienne, où on s'était dit, il y a quand même une vraie priorité, c'est l'équité. Donc, il faut régler le problème d'équité. Sinon, on est bloqué, on ne peut pas avancer. Mais en faisant ça, on va avoir un effet rebond. Donc, après, il va falloir s'occuper de la sobriété. Mais il vaut mieux y penser avant, au coup d'après, sinon, après, on est mal. Par exemple, il vaut mieux avoir une tarification spécifique pour ces services-là, plutôt que de les intégrer dans un pass Navigo ou je ne sais quoi, où on ne sait plus qui paye quoi et on n'envoie pas de signal prix. Si on veut réguler ces usages-là, on a intérêt à un moment donné aussi à distinguer les déplacements contraints et les déplacements choisis. On peut faire une tarification sociale. Enfin, c'est là-dessus qu'on peut trouver aussi un intérêt aux voies réservées. Aux États-Unis, ils utilisent la voie réservée, ils en ont beaucoup, ils ont commencé il y a 52 ans exactement à faire des voies réservées. Chez nous, ça a mis 40 ans à traverser l'Atlantique. Et ils en ont 6 ou 7 000 kilomètres, dont 700 kilomètres pour la seule conurbation de Los Angeles, qui forme un système continu malgré des noms très différents. Et donc, ça permet d'envoyer des signaux du type, bon, on va privilégier les covoitureurs et les véhicules électriques. On envoie des signaux prix. Voilà, donc le chemin me paraît fondamental. Enfin, dernière vue, et je terminerai avec cela. Je ne vais pas commenter cette vue, mais je vous la laisserai sous forme numérique, parce qu'il y a tout un tas de petits films de 5 à 10 minutes qui ont été faits il y a 7 ou 8 ans, et qui permettent d'aller plus loin. Voilà, je suis désolé d'avoir été très vite, mais il fallait le faire. Bravo. Vous voulez partir ou... Non. Oui. Est-ce qu'il y a des questions pour André Breteau dans la salle? Non, pas de questions? Moi j'aurais juste souhaité que vous reveniez sur le sujet de l'expérience américaine, le déploiement finalement du yield management. Est-ce que ça pourrait être duplicable en France? Ça avait été évoqué en atelier tout à l'heure, je les ai écoutés. Alors, aux États-Unis, la première voie réservée a été réalisée en 1973 à Los Angeles. C'était la voie El Monte. L'objectif, c'était des autocars à l'époque. Et puis, au bout de 3 mois, ils se sont aperçus qu'elle était vide. Donc, ils l'ont ouverte aux covoitureurs. Et, alors évidemment, selon la demande, il y avait des voies réservées accessibles à des voitures avec 2 personnes à bord, y compris conducteurs, et d'autres à 3.
Et puis, il se trouve que la petite société Coffee Route a été appelée à un appel d'offres qu'on a gagné d'ailleurs à Los Angeles en 1994, où sur le terre-plein central d'une autoroute, les autoroutes étaient gratuites d'une manière générale. Ils nous ont demandé si on pouvait faire un tramway ou une autoroute, on pouvait faire un peu n'importe quoi. Et on a proposé une autoroute à péage sur le terre-plein central, une autoroute gratuite. Donc ça a été pour nous un modèle qui permettait de comprendre à l'échelle 1 le comportement des usagers, les valeurs du temps qui ne sont pas les mêmes le vendredi après-midi et le mercredi après-midi, par exemple. Et donc, on a fait un tunnel à Paris qui s'appelle le Duplex, où on s'est servi de ça. Et en 2002 ou 2003, la ville de Minneapolis était confrontée à un problème. Ils avaient une voie HOT, HOV, High Occupancy Vehicle Lane, donc réservée aux covoitureurs. Et quand ils mettaient la barre à 2 personnes, elle était saturée, donc ils avaient arrêté ce truc-là. Et quand ils les mettaient à 3, elle était presque vide, et les automobilistes d'à côté n'étaient pas contents. Et donc on est allé les voir et on leur dit, écoutez, si vous voulez, vous pourriez l'ouvrir aux usagers pressés moyennant un péage. Et ils nous ont dit, oui, mais il faut que ça soit fluide. Et on leur a dit, pas de problème, il suffit que vous nous autorisiez à changer le péage toutes les 3 minutes, et on peut le faire. Et aux États-Unis, tout était possible, donc on l'a fait. Et évidemment, le matin, dès que le trafic commençait à augmenter, le péage grimpait plus vite, et on régulait la fluidité comme ça. Alors ça leur a tellement plu que c'était une toute petite concession où il n'y avait pas beaucoup d'investissement, il n'y avait que quelques panneaux à messages variables et un peu d'informatique. Donc au bout de 5 ans, quand ils l'ont renouvelé, tout le monde s'y intéressait, on l'a perdu. Et maintenant, ils en ont fait un peu partout. Enfin bref, ça marche bien. Ça marche bien parce qu'on va chercher le surplus de l'usager pressé. Et l'usager pressé n'est pas nécessairement riche. Ça peut être quelqu'un qui est pressé d'aller voir quelqu'un à l'hôpital, vous voyez. Bon. Mais le jour où il est pressé, il a la possibilité de gagner du temps. Et pour la collectivité, ça permet de financer finalement des infrastructures ou autre chose. Et pour les automobilistes qui roulent dans la voie d'à côté, eh bien, ils voient que la voie qui est réservée, elle est presque pleine. Et finalement, ça diminue l'amertume sociale. Time is money.